Cette notion de santé à travers le sport, il en a été question depuis ce matin. Et on va vraiment l'aborder concrètement avec vous, justement, Madame Nicole Tubiana-Mathieu. Vous êtes prof au CHU, vous êtes oncologue, secrétaire de l'association Limousin Sport Santé. J'appelle également Emmanuel Pressigou, qui va nous parler du vélo, savoir rouler à vélo. Vous intervenez pour la direction académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et vous êtes aussi prof de sport. Voilà, Monsieur Pressigou. Et on va commencer avec vous, Madame Tubiana-Mathieu. Mettez-vous à côté au milieu, c'est plus sympa. Voilà, puis qu'on vous voit. Voilà. Donc, ça fait peu de temps finalement que les médecins peuvent prescrire avec une ordonnance la pratique d'un sport pour des raisons de santé, Madame Tubiana-Mathieu. Oui, la prescription pour prescrire de l'activité physique, elle date d'1 an et demi. D'1 an et demi. Voilà. Avant, ils faisaient des certificats de non-contre-indication, oui, ce qui est totalement différent, ouais. Alors que là, on a maintenant une indication d'activité physique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, alors qu'on parle de ça quand même depuis pas mal de temps, la santé à travers le sport? Je crois que maintenant, les chiffres sont assez probants. Et donc, c'est devenu. Et on sait bien que les médecins ont un rôle essentiel pour pousser les gens à l'activité physique, et en particulier ceux qui sont à risque, c'est-à-dire les sédentaires ou des gens qui ont des facteurs de risque comme le tabac, l'obésité, et puis les vraies maladies chroniques comme les maladies cardiaques, les cancers, le diabète, qui sont des grandes cibles. Il n'a pas été compliqué de motiver les médecins, justement. Ils avaient tous conscience de l'importance du sport dans... Non. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est notre combat de tous les jours de Limousin Sport Santé. Parce que les chiffres sont probants, mais c'est très difficile de... le médecin est là pour guérir, pour donner des médicaments. Et là, on est vraiment dans le rôle de la prévention. Et c'est beaucoup de temps de convaincre quelqu'un à faire de l'activité physique. Et donc, c'est pas si simple. Et puis, en plus, donc le point essentiel, mais qui vient d'être développé tout à l'heure, c'est que quand le médecin fait une prescription d'activité physique, pour autant, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Ce qui est donc la problématique aujourd'hui. Bon, sur la Haute-Vienne, on a des associations qui peuvent prendre en charge, comme Limousin Sport Santé, que je représente, qui prennent en charge gratuitement les patients ou les personnes à risque, mais ce n'est pas non plus évident de prendre en charge toute la population. Et de toute façon, le gros problème, c'est de maintenir cette activité physique le plus longtemps possible. Et pourtant, on dit que plus on pratique, plus on a envie de pratiquer aussi. Donc, oui, et c'est sûr qu'on peut plus convaincre des patients qui ont déjà pratiqué de l'activité physique que ceux qui n'en ont pas fait du tout. Et c'est énorme, en fait, dans la population. Donc, quand on voit les patients dans tous les jours, c'est très important. Alors, dites-moi bien, lorsque vous avez en effet au sein de votre association des personnes qui, pour la plupart, sont très éloignées du sport? Oui. Ouais. Il faut leur réapprendre la pratique sportive, même tout simplement marcher? Alors, il faut les remettre dans l'activité physique. Et ça, c'est le problème. Donc, c'est pour ça que Limousin Sport Santé a créé ce qu'on appelle des passerelles. Les passerelles, c'est entre les médecins et les associations sportives qui ont des éducateurs formés à la prise en charge d'une activité physique adaptée. Nous, alors, je vais choquer beaucoup cet amphi, mais moi, personnellement, je ne dis jamais « on va vous faire du sport ». On va vous faire de l'activité physique. Parce que le sport, ça fait un peu peur. Surtout quand on parle de compétition, etc., pour des patients. Alors, les personnes sédentaires et les personnes qui sont à risque ont peut-être un peu moins peur que les patients qui ont un cancer, par exemple, ou qui viennent de faire un infarctus, à qui on va essayer de réexpliquer le sport. Donc, ça passe par une évaluation physique, une évaluation psychologique et une remise, ce qu'on appelle nous cette remise en forme, qui peut être de 3 mois jusqu'à 6 mois pour des patients qui sont, par exemple, sous chimiothérapie et qu'on va orienter ensuite vers les associations qui sont capables de prendre en charge ces patients. On parlait justement depuis ce matin de l'évolution de la société et donc de l'évolution des pratiques sportives. Il est vrai qu'il y a, je sais pas, 40, 50, 60 ans, tout le monde avait une activité physique, sans parler de sport, mais une activité physique, c'est aussi la société qui nous a conduit à voir des personnes Tout à fait. qui n'ont plus d'activité physique. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, quand on évalue, et on évalue ça par des questionnaires, l'activité physique pratiquée, en fait,
on sait bien que le bénéfice, c'est en termes d'énergie dépensée, et qu'à la limite, on peut dépenser de l'énergie en montant 25 fois des 5 étages et de laver des vitres toute la journée. Mais enfin, c'est pas très plaisant. Et donc, l'activité physique et le sport est quand même beaucoup plus agréable. Et c'est vrai qu'il faut que les gens aussi rentrent, enfin, et les patients et des gens qui sont souvent déconditionnés physiquement sont désocialisés. Et donc, l'activité physique va leur permettre de rentrer dans ce système plus agréable. Donc, c'est plaisant. On est content aussi et on se fait plaisir. Et ça, c'est important. Ai-je bien compris que votre première évaluation sur une personne correspond à 6 minutes de marche, c'est-à-dire lui faire pratiquer 6 minutes de marche? Non, l'évaluation, elle est très complexe. Elle utilise des tests qui vont évaluer différents paramètres, aussi bien des mesures anthropométriques, le poids, la distance, le périmètre abdominal, mais aussi est-ce que l'équilibre dynamique, l'équilibre statique, la force musculaire. Et le test de 6 minutes marche, qui est un test assez simple, c'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un de marcher sur un sol, enfin, pendant 6 minutes. Pendant 6 minutes. Et à partir du chiffre, du nombre de mètres pratiqués, qu'on compare, on a des abacs et on est capable de dire quelle est la capacité fonctionnelle. Si vous voulez, en gros, c'est lié au VO2, c'est-à-dire au volume d'expiration. Et on sait très bien aujourd'hui que le VO2 max est un facteur de survie. Et en fonction de VO2 max, on est capable de vous donner votre durée de survie. Avec le test de 6 minutes, et en particulier, on a fait pas mal d'études sur Limoges, où on a montré qu'il y avait une équivalence entre ce test de 6 minutes et le test de VO2. Donc, le test de 6 minutes, si vous voulez, si quelqu'un n'est pas capable de marcher pendant 6 minutes, on n'est pas apte à les prendre sur nos passerelles. À ce moment-là, ce ne sont pas des éducateurs, des éducateurs formés à la PAC qui vont les prendre, mais plutôt des kinésithérapeutes. Donc, c'est plus pour orienter les gens sur une activité physique adaptée réellement à leurs possibilités. Parce qu'il y a donc des personnes, mais peut-être pour des raisons de santé, qui n'arrivent pas à pratiquer 6 minutes de marche, ou c'est pas forcément pour des raisons ont une insuffisance cardiaque sévère ou des insuffisances respiratoires sévères, c'est évident que là, on a d'autres méthodes pour les mettre dans une rééducation. Et ce qui est intéressant sur ces tests aussi, c'est de les évaluer dans le temps. Parce que c'est bien beau de proposer des passerelles à des gens. Est-ce que ça vaut le coup? Je veux dire, est-ce que ça vaut le coup de s'investir dans ce genre d'activité? Et très clairement, c'est assez positif. Et nous, LSS, on a pris en charge maintenant depuis début 2016, donc fin 2015, à peu près 1500 personnes, uniquement sur la Haute-Vienne. Et on a pu faire des évaluations à 6 mois, 12 mois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à améliorer ce test de 6 minutes marche et on l'améliore d'environ 9 à 10%. Donc c'est significatif. Et ça nous fait... Ça vous fait le plus grand bien pour vous. Ouais. 1500 personnes, c'est... On a l'impression de servir à quelque chose. 1500 personnes, c'est très bien. C'est pas mal, mais on pourrait en prendre beaucoup plus en charge. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin de cette activité physique. Et donc nous, notre cible, c'est vraiment essayer de mobiliser les médecins en amont. Et aujourd'hui, pour vous donner les derniers chiffres, on a à peu près 300 à 350 médecins qui envoient des patients. Mais peu. Enfin, il faudrait qu'il en ait beaucoup plus. C'est un coût, cette notion de passerelle sport-santé? Oui, alors les coûts sont extrêmement difficiles à évaluer. Je ne me lancerai pas dans les évaluations en euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'ARS et Jeunesse et Sport, la Dragesse, qui finance au maximum ces passerelles, mais que c'est vrai qu'on se pose le problème de la pérennisation et vraisemblablement, il va falloir investir des acteurs privés pour pouvoir continuer à ce type de travail. Parce que c'est vrai que c'est gratuit pour les patients, ou les personnes patientes, c'est peut-être un peu pour les personnes, pendant 3 à 6 mois, mais tout ça a un coût avec des éducateurs. Et c'est extrêmement difficile, donc je ne vous donnerai pas des chiffres qu'on a évalués à la louche, parce que ça dépend aussi du type de passerelle. Parce que ces passerelles, par exemple, je reviens toujours aux passerelles orientées pour les patients en cancérologie, elles sont situées dans les établissements de santé. Puis les passerelles pour, je dirais, la personne lambda, elles sont plutôt à l'extérieur, elles n'ont pas le même coût et je ne vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui.
C'est compliqué parce qu'au niveau financier, dites-vous, parce qu'en effet, vous avez parlé de prévention à travers le sport santé. Lorsqu'on fait des dépistages, cancer, etc., c'est pris en charge par la sécurité sociale. C'est inenvisageable de penser que ce type d'activité pourrait être pris en charge, justement, bien que ça soit de la prévention. Alors ça paraît essentiel, c'est essentiel, mais aujourd'hui, ce n'est pas pris en charge. Ouais. Nous, alors, par exemple, en cardiologie, pour les personnes qui ont fait un infarctus, elles ont droit à une activité physique de réadaptation pendant quelques semaines. Et en cancéro, il n'y a pas encore cette obtention. La seule chose qui soit remboursée aujourd'hui par la sécurité sociale, c'est un bilan post-cancer, un bilan d'activité physique. C'est un bilan effectué par les éducateurs qui, lui, est remboursé. Mais il n'y a que le bilan, il n'y a pas la prise en charge derrière. Donc, on a besoin, c'est sûr. Je ne vais peut-être pas être politiquement correct, mais c'est aussi à chacun d'être acteur de sa santé et donc en pratiquant du sport. Oui, naturellement, parce qu'on ne peut pas faire du sport à la place des autres, mais il y a une mobilisation quand même à donner. Il faut une mobilisation des médecins, il faut une mobilisation des pouvoirs publics pour simplifier aussi cet apport essentiel. Un petit chiffre quand même. Oui, avec l'activité physique, on prévient 25% des cancers du côlon et des cancers du sein, 30% des infarctus. Et lorsqu'on a un cancer du sein ou du côlon, parce que c'est sur ces deux pathologies-là qu'on a le plus de résultats, on diminue le risque de récidive de 30 à 40%. J'aimerais qu'avec nos traitements spécifiques, on soit aussi bon. Et c'est pour ça que des cancérologues ou des cardiologues s'investissent dans le sport santé. C'est pour ces chiffres. Le sport qui fait du bien, mais vous allez compléter d'ailleurs, Emmanuel Pressigou. J'imagine que ces paroles aussi entrent en résonance quand même avec ce que vous faites. Vous êtes, vous, à la direction académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, et vous êtes prof de sport. Et vous allez nous parler de ce programme Savoir rouler à vélo. Alors c'est vrai que quand on habite la campagne, qu'on est de ma génération, ça paraît très simple de maîtriser le vélo, mais c'est pas aussi simple. Et il y a donc nécessité de mettre en place un programme sur une ville comme Brive-la-Gaillarde, pour apprendre aux jeunes qui vont rentrer au collège à maîtriser le vélo et la pratique du vélo. Oui, on va le voir tout à l'heure. Je voudrais juste faire une petite remarque sur ce que vous disiez tout à l'heure. Et vous avez été étonné par le fait que des personnes avaient peut-être des difficultés à faire un test de 6 minutes de marche. Oui. Post-confinement, de nombreux professeurs de PS se sont rendus compte que les élèves n'étaient pas capables de tenir ces 6 minutes en marchant. Si, il y a de nombreuses études qui ont montré qu'à l'heure actuelle, il y a 4 enfants sur 5 qui ne suivent pas les recommandations pour une pratique physique adaptée et nécessaire à cet âge-là. Donc on avait des enfants qui n'étaient pas en capacité de courir, qui n'étaient pas en capacité de marcher à une allure modérée et qui ne tenaient pas ces 6 minutes-là. Parce qu'ils étaient fatigués. Parce qu'ils étaient en situation post-confinement où ils n'avaient pas pratiqué d'activité physique et sportive, des jeux de cours qu'ils font habituellement avec leurs autres copains. Et résultat, on a eu un phénomène d'obésité qui a été beaucoup plus importante chez les enfants dans cette période de confinement. Un confinement qui n'a pas duré aussi longtemps que ça, finalement. C'était combien? 3-6 mois, je ne sais plus. Donc on perd aussi rapidement, enfin des jeunes comme des enfants peuvent perdre aussi rapidement? Ah oui, totalement. Totalement. Et après, pour revenir dans les associations et affronter le regard des copains lorsqu'on a pris du poids et qu'on n'est pas en capacité de faire de l'activité, c'est extrêmement compliqué, c'est long. Donc c'est un phénomène de société. Les enseignants d'EPS ne font pas le programme tel qu'ils doivent le faire. Ils sont obligés de prendre en compte ces spécificités et de réadapter leurs pratiques pour que, dans un premier temps, les jeunes soient en meilleure santé. Et le vélo, Monsieur Pressigou? On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce qu'on voit quand même avec la luminosité? Oui, on verra. Puis sinon, de toute manière, vous aurez toutes les... Très bien. Donc merci déjà pour l'invitation et je vais vous présenter un dispositif qui s'appelle le Savoir rouler à vélo, qui est au carrefour de plusieurs enjeux que sont l'éducation à la santé, l'éducation à la sécurité et au développement durable en vue de former le citoyen de demain. Alors on va commencer par la place du vélo en France. Donc la part modale de déplacement en France est fixée à 2,7% des autres modes de déplacement. Alors que dans les autres pays de l'Union européenne, on est en moyenne à 7% de ces déplacements.
Alors bien évidemment, il y a de grandes disparités. Certains sont en avance, d'autres prennent conscience des différents enjeux et commencent à se lancer dans différents plans pour mettre en œuvre ces mobilités. Alors le potentiel du vélo en France, quels que soient les territoires, on estime qu'il y a entre 30 et 50% des déplacements qui font entre 1 et 5 km, ce qui peut permettre de les réaliser soit à pied, mais également à vélo. Et c'est encore plus facile, en gain de temps, de les réaliser à vélo. Et on a, suite au confinement, une demande grandissante des Français à voir se développer le vélo sur leur territoire. Alors on a une problématique suite donc lors de la période de déconfinement, c'est qu'il y a eu une explosion des ventes au niveau des vélos, donc avec plus 27% de ventes au niveau des vélos, et le chiffre d'affaires de la filière globale de l'industrie du cycle a augmenté de 25%, sachant qu'on est à l'heure actuelle encore en nette augmentation par rapport à 2020. Donc on a doublé les ventes entre mai 2020 et juin 2020, on a doublé les ventes par rapport à l'achat des vélos habituels. Alors le grand gagnant, ça a été le vélo électrique, avec 59% de la part du chiffre d'affaires lié au cycle. Donc c'est la première fois où le vélo électrique dépasse le vélo musculaire. Exactement. Alors on a une autre problématique, que ce soit pour nous, usagers, ou que ce soit pour les collectivités, c'est qu'il est très difficile d'avoir accès à l'acquisition de vélos par rapport aux nombreuses ruptures de stock qu'il peut y avoir. Et on peut avoir des vélos pour enfants à l'heure actuelle, dans certains cas, entre 6 et 12 mois si on fait des précommandes. Alors le plan vélo sort de la loi d'organisation des mobilités qui a été adoptée en 2019, qui a l'objectif de tripler la part modale des déplacements, qui est à 2,7 à l'heure actuelle, et de la passer à 9% en 2024, dans le meilleur des cas. Voilà. L'objectif derrière est d'arriver pour que l'ensemble de la France soit à 4%, mais si on peut être proactif, on essaye d'aller jusqu'à 9%. Alors il y a 4 axes de développement du plan, avec un développement sur la sécurité, avec les aménagements cyclables, bien évidemment. La sûreté, le fait de lutter contre le vol de vélo, qui est un frein à l'heure actuelle à pouvoir se déplacer et à mettre son vélo dans les villes. À favoriser l'acquisition de vélos en faisant des aides financières et des réductions. Et également à développer une culture du vélo dont le savoir rouler fait partie. Alors, comme on l'a vu, il y a différents enjeux. Donc, le développement durable, c'est Madame Fischer qui disait tout à l'heure que le vélo, c'était plus écolo. Mais il y a d'autres éléments. Donc, c'est plus efficace pour se déplacer en ville. Donc, on gagne du temps et à la fois, c'est plus facile pour se stationner. C'est plus rentable pour la société, puisque sur des coûts d'entretien, lorsque une voiture passe, pour avoir le même impact sur la chaussée, il faut environ 10 000 vélos. Donc, à terme, s'il y a une augmentation du nombre de vélos dans les villes, forcément, il y aura des coûts moindres d'entretien qui pourront se mettre en œuvre. Donc, comme on l'a vu, c'était plus écolo, ça fait moins de bruit, il n'y a pas de dégagement de gaz. Par contre, il faut faire attention. Alors, on ne le voit pas bien sur cette photo, c'est une vue aérienne d'un cimetière à vélo en Chine, puisque les vélos, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils sont mis sur des sortes de déchetteries, et il y a toute une invention de réindustrialisation pour essayer de réutiliser ces vélos afin qu'ils soient remis dans un circuit. Alors ça doit amener les collectivités à ne pas prendre les problématiques les unes à la suite des autres, mais bien de penser la complexité du système de vélo à l'intérieur des villes, afin qu'on ait un maximum accès à l'utilisation du vélo au sein de la cité. Donc ça, c'est un modèle qui a été mis en place par la FUB, mais qui s'appuie sur d'autres études qui s'étaient créées il y a une dizaine d'années. Alors sur les enjeux de santé, Madame, vous avez évoqué cela tout à l'heure. Donc, quelle que soit l'activité physique, pas seulement le vélo, on est sur une réduction d'à peu près 30% sur les risques
de maladie. Mais pour certaines études au niveau du travail, ils ont montré que les salariés qui changeaient leur modalité de déplacement et qui utilisaient des mobilités douces, la première année avaient une réduction de 6 kg sur leur masse pondérale et avaient des gains de productivité. On parle bien pour la première année. Donc il y a quand même des campagnes de communication qui sont faites par les ARS où on montre véritablement l'intérêt de faire de l'activité et de faire du vélo sur les gains qu'on peut avoir sur les fonctions de l'organisme. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, une étude de l'ONAPS qui a montré que 4 enfants sur 5 ne suivaient pas les recommandations en termes d'activité physique quotidienne, et c'est quand même quelque chose qui est également prégnant pour l'ensemble des classes d'âge. Donc un adulte sur 3 ne suit pas les recommandations qui pourraient être celles d'une activité physique quotidienne modérée d'à peu près 30 minutes. Au niveau des enjeux à la sécurité, alors c'est un petit peu compliqué. Le schéma que vous avez ici, c'est un espace d'autonomie qui était laissé par les parents à leurs enfants au travers de 4 générations. Donc la grande surface que vous avez sur le bas, c'est l'espace de liberté qui était donné à l'arrière-grand-père d'une famille. Celui qui est un petit peu moins important, c'était le grand-père. Encore moins important, la maman. Et le point noir que vous avez en haut à gauche, c'est celui qui est laissé au petit-fils à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on a une éducation à l'autonomie des enfants, mais aussi à faire prendre conscience aux parents qu'ils peuvent laisser leurs enfants aller découvrir un territoire, mais en leur donnant les codes pour gérer leur sécurité et comprendre le monde dans lequel ils interviennent. Alors c'est l'objectif du savoir rouler à vélo, qui possède 3 blocs. Le savoir pédaler, donc c'est donner aux enfants la maîtrise des fondamentaux techniques de l'activité. Le savoir circuler, c'est ce qu'on appelle la sécurité routière, un petit peu donc la connaissance de tous les panneaux qu'ils peuvent rencontrer, en tout cas des panneaux essentiels qu'ils peuvent rencontrer. Avant, donc ça se passe en milieu sécurisé, avant de les amener sur la voie publique et de les accompagner vers une autonomie pour qu'ils puissent assurer leur déplacement en gérant leur sécurité et celle des autres. Donc tout ça, à l'intérieur des collectivités et en partenariat avec les collectivités, ça doit se faire en cohérence avec la continuité éducative, que ce soit au sein des établissements scolaires ou sur les temps périscolaires ou extrascolaires, donc notamment dans les accueils collectifs de mineurs ou les maisons de quartier notamment. Alors, tout ça doit être appris par les enfants pour qu'ils puissent réellement être autonomes et gérer leur sécurité. Donc, tout au long de leur scolarité, c'est-à-dire du CP au CM2, donc sur CP, CE1, CE2, CM1, CM2, on va essayer de mettre en place et de voir l'ensemble de ces compétences petit à petit afin que, avant qu'ils arrivent au collège, ils puissent être autonomes. Donc c'est le rôle du savoir rouler à vélo, avec l'objectif 2025 de former l'ensemble d'une classe d'âge, c'est-à-dire 850 000 enfants par an à être autonomes à vélo. Alors pour ce faire, on doit agir sur l'individu, bien évidemment, les enfants, mais on doit tisser des partenariats avec les différents lieux d'éducation, donc ce qu'on appelle l'environnement social, et on doit agir avec les collectivités également, sur toute la mise en sécurité et toutes les infrastructures qui permettent aux enfants d'être le plus autonomes possible et en sécurité. Dans chaque département français, il y a un référent au sein des services départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports qui a été formé et qui a vocation à accompagner les collectivités à former des agents territoriaux, alors soit en direct, mais ça peut être en lien avec le CNFPT ou avec d'autres partenaires, à mettre en relation les collectivités avec différents intervenants, à proposer des solutions pratiques, à faire une veille sur les financements qui leur permettent éventuellement de développer et de mettre en œuvre des animations, et d'accompagner à la structuration de la continuité éducative. Alors, on va parler maintenant de l'exemple de la mise en œuvre du SRAV sur une ville de 47 000 habitants qui est Brive-la-Gaillarde.
Alors, il y a un contexte sur les mobilités où l'agglomération a les compétences et il y a eu des signatures de conventions pour réaliser des infrastructures, dont notamment une voie verte qui est un véritable squelette qui traverse la ville et qui permet de se déplacer très rapidement sur la totalité de la cité. Mais pour ce faire, il y a aussi des associations des usagers de la bicyclette, à Ville il y en a une, qui travaillent très bien avec la municipalité. Et d'ailleurs, lors de leur dernier conseil de l'association, il y a eu des remarques pour dire qu'il y a des volontés de bien faire, même s'il y a des difficultés et des divergences, en tout cas, ils se retrouvent sur l'essentiel. Alors le dispositif SRAV, donc les élus, ont fixé comme objectif de maîtriser les fondamentaux techniques, de développer l'activité physique, de développer la sécurité et l'éco-responsabilité. Alors pour ce faire, il y a une expérimentation avec 5 écoles, soit environ 300 élèves, où la collectivité a rassemblé dans un stade dont elle a la propriété, avec un espace de pratique et une zone de stockage pour faciliter les interventions. Donc, ils font venir les écoles jusqu'à ce lieu pour que les étapes puissent intervenir. Alors, ça a tellement bien marché qu'on est passé de 5 écoles à une généralisation cette année avec 18 écoles et ça sera environ 1200 élèves qui seront touchés. Donc, bien évidemment, il y a des difficultés d'organisation, mais il y a des liaisons entre l'éducation nationale et la ville. Et il y a eu la nécessité de former les 6 étapes à pouvoir mettre en œuvre toutes ces interventions, puisqu'il y a 6 séances d'1 heure qui sont encadrées par un personnel de la collectivité. Le coût, on a essayé de faire une petite approximation de ce que ça engendre pour la collectivité. Et il faut se fixer le chiffre peut-être global, c'est 26 000 € d'investissement sur l'année qui va venir, et ça représente un coût par élève aux alentours de 18 €. Donc Jean-Jacques Gouguet disait à un moment, il faut mettre en rapport souvent ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Donc c'est quand même un coût important pour une collectivité, parce qu'il n'y a pas que cette activité à mettre en œuvre, mais par contre, sur l'utilité que ça peut avoir et l'incidence que ça peut avoir sur la société et sur les perspectives de développement, c'est quand même relativement peu. Alors la satisfaction a été générale, principalement par le fait que les enfants ont des développements très rapides de leurs compétences. Donc c'est vu par les parents, c'est vu par les enseignants, les étapes sont très satisfaits de voir que leur action a une efficacité, et les élus comprennent l'utilité de leur investissement et ils sont partie prenante pour aller davantage vers des développements autour de ces activités. Il y a malgré tout des ajustements nécessaires, comme dans tout dispositif. Ils vont acheter des vélos en plus, ils vont repenser la localisation du stockage pour gagner un petit peu de temps de pratique auprès des enfants. Et puis à moyen terme, ils vont créer des espaces pour faciliter l'acquisition du bloc 2, donc le savoir circuler, c'est-à-dire en milieu sécurisé, apprendre aux enfants les règles de la sécurité routière. Mais ils vont aussi créer un pump track pour faire en sorte qu'en centre-ville, la jeunesse venant des quartiers ou d'autres éléments puisse se regrouper et pratiquer ensemble. Donc rapidement, quelques financements qui permettent d'accompagner le développement du savoir rouler à vélo. Le CE Génération Vélo qui va sortir en 2022, qui peut permettre de financer des formations pour les intervenants, mais aussi de financer les interventions auprès des enfants. Donc, logiquement, ça devrait être aussi facile à mobiliser que le coup de pouce vélo, où on avait quelques clics à faire sur un ordinateur, on mettait une facture sur l'ordinateur et ça pouvait déclencher les 50 € de paiement pour la réparation des cycles. Mobi, qui est aussi un CE, qui a comme vocation de créer des plans de déplacement des établissements scolaires et donc d'envisager l'écomobilité juste à proximité des établissements scolaires.
Et enfin, le programme à vélo deuxième génération, il va y en avoir bien évidemment un autre qui va venir en 2022, afin d'accompagner les collectivités sur la mise en place de politiques cyclables. Alors, il y a beaucoup d'autres modalités de financement qui gravitent autour des politiques cyclables. Alors, pour les avoir plus précisément sur votre territoire, vous pouvez aller sur le site internet aide.francemobilité.fr et vous pouvez savoir exactement tout ce qui est mobilisable sur votre territoire. Alors la logique, si on arrive à mettre tout en place, que ce soit les modalités des itinéraires cyclables à l'intérieur des villes et qu'on éduque la population et notamment les enfants à pouvoir être en sécurité, c'est de faire en sorte que nos villes deviennent vraiment, on ne va pas dire des autoroutes à vélo, mais en tout cas permettent d'avoir une pratique beaucoup plus importante de ce moyen de transport. Merci. Merci à vous, Emmanuel Pressigou. Est-ce que le fait d'avoir des parents contents de voir leurs enfants sur des vélos, ça leur donne envie eux-mêmes de pratiquer cette activité physique? Alors, une fois que le bloc 1, donc les fondamentaux techniques sont appris, souvent les enfants ont envie de montrer à leurs parents ce qu'ils savent faire. Et est-ce que les parents ensuite ont envie eux-mêmes de prendre le vélo? Alors, souvent ils le font s'ils ont des vélos bien évidemment, mais ce qui se passe c'est que avant d'aller sur le bloc 3, donc c'est-à-dire vraiment que les enfants soient sur la voie publique, il y a des animations qui se font avec l'école et en préparation de ça, souvent les parents préparent leur enfant à l'animation qui est faite au niveau de l'école. Donc il y a quand même une transmission intergénérationnelle qui se fait, mais qui est peut-être facilitée par le fait qu'il y ait des animations, des apprentissages qui se font à l'intérieur des écoles. Madame Tubiana Mathieu, ce sont les adultes de demain aussi. C'est essentiel de leur donner, voilà, dès la jeunesse, cette volonté de faire de l'activité physique. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir? Oui, monsieur. Merci de vous présenter. Monsieur Mogin, donc en 10, au niveau national, le réseau des directeurs des sports, et puis je suis directeur enfant, jeunesse, sport, famille dans une intercommunalité. Sur un de mes précédents postes dans une commune, et bien avant que le SRAV ne sorte, parce que les élus avaient une volonté forte sur le sujet, nous avions initié en partenariat localement avec l'éducation nationale un dispositif voilà, qui ressemble aujourd'hui comme deux gouttes d'eau au SRAV, avec des éducateurs territoriaux, des APS en intervention et une mobilisation du club local de cyclisme. Juste 2-3 petites questions rapidement là, qui me reviennent à l'esprit. Dans une des diapositives, là, vous faisiez écho à l'acquisition du matériel. Bon, c'est un vrai sujet. 3 500 €. J'ai fait la division sur combien coûte à peu près un vélo pour du scolaire. Donc ça fait une vingtaine de vélos. Mais est-ce que vous avez intégré les problématiques d'entretien? Parce que c'est un vrai sujet quand on développe une action SRAV, ou pas SRAV, mais une action vélo sur le temps scolaire. La vraie difficulté qu'est l'entretien des vélos avec du matériel. Alors même si on fait en sorte d'acheter du bon matériel, on a un usage quand même relativement intensif et ça c'est un vrai sujet. Et deuxième question, par rapport au dispositif de financement CE Génération Vélo, là vous avez évoqué que ça devrait sortir en 2022. Est-ce que les collectivités sont éligibles à un type de soutien financier? Parce que là, vous citez l'exemple de Brive. On pourrait citer l'exemple d'autres communes qui sont très engagées sur le sujet, mais parce qu'il y a des élus qui le sont, des services des sports, des directions derrière qui suivent. Mais il y a aussi plein de territoires, notamment en milieu rural, où il n'y a pas de service des sports, il n'y a pas d'éducateurs territoriaux, où les enjeux de mobilité et de développement de la pratique physique pour les plus jeunes sont aussi des vrais grands enjeux. Et donc, à ce titre-là, comment l'État, sur le déploiement de ce programme, voilà, se positionne? Est-ce que du côté de la Dragesse Nouvelle-Aquitaine, vous avez par exemple des crédits pour accompagner des porteurs de projets en milieu rural? Alors, ces questions, apportez les réponses, Emmanuel. On est là pour ça. Tout d'abord sur l'entretien des vélos. Concernant la ville de Brive, ils n'ont pas anticipé.
Donc, ils ont 1 an de fonctionnement. Il s'avère qu'il n'y a pas énormément d'entretien qui soit nécessaire à l'heure actuelle. Mais forcément, ça va le devenir. Hein. Par contre, on a une expérience, mais qui va répondre à la deuxième question, puisqu'on accompagne la ville de Brive, mais elle est assez grande toute seule pour gérer son dispositif. Nous, on est là juste pour... on a formé les étapes et on apporte notre expertise sur certains éléments. Mais on ne va pas réinventer la poudre. Hein. Par contre, sur les territoires ruraux, on a fait un partenariat avec l'UCEP qui disposait déjà de 48 vélos. Donc c'était déjà une flotte assez importante. Et on a mis en place un projet pour doter l'UCEP de 52 vélos supplémentaires, où on a apporté, nous, État, 7 000 €, le conseil départemental, 4 500, l'UCEP, on a rajouté un peu, et on a fait un partenariat avec la prévention Maïf qui a rajouté un petit peu d'argent. Donc on a une flotte de 110 vélos qui gravitent à au niveau des établissements scolaires, et notamment ruraux, pour faire en sorte que ces enfants aient accès au vélo. Et parfois, dans certaines collectivités qui disposent des TAPS, c'est les TAPS qui intervient, mais ils bénéficient de ces vélos qui sont prêtés par l'UCEP et puis le partenariat qu'on a mis en place par le SRAV. L'entretien de ces vélos, là par contre, on l'a anticipé, et 2 fois par an, on fait une révision complète de ces vélos avec des personnes qui ont été formées au niveau de l'UCEP. Moi, j'y participe, et l'association Profession Sport a également des brevetés d'État qui leur permettent d'entretenir ces matériels. Mais ça a un coût à peu près de 1 500 € à l'année pour l'ensemble du stock. D'autres questions, mesdames et messieurs? Alors, juste, oui. Pardon, les collectivités, est-ce qu'elles auront accès au CEE Génération Vélo? Oui. D'accord. Et les territoires ruraux, là où vous avez la flotte de 100 vélos maintenant là, en lien avec l'UCEP, où il n'y aurait pas d'éducateurs territoriaux des APS, ce sont donc les enseignants qui encadrent l'activité SRAV? Alors nous, sur l'Agence nationale du sport, il y a des crédits liés à l'emploi, et nous avons mis en place un projet avec l'UCEP pour qu'ils aient une personne, donc ça représente un peu plus d'un mi-temps sur cette action-là, qui vient participer à la première séance que les enseignants mettent en place avec leur classe, et à la dernière séance pour aider à l'évaluation. Donc à l'heure actuelle, c'est 48 écoles qui vont bénéficier du bloc 1 par ce système-là sur l'année qui va venir, et donc ça représente un peu plus de 2000 élèves. Ok, merci. En aparté, si on pourra discuter, parce que j'ai retenu aussi un process de formation en lien avec le CNFPT et le comité régional que je préside en 10. On est associé à des COPIL SRAV de certains départements qui ont compris tout l'intérêt d'associer des réseaux de territoriaux pour qu'on aille aussi, nous, faire savoir auprès de nos collègues l'existence de dispositifs, et puis un petit peu rassurer sur les conditions de mise en œuvre. Parce qu'il y a un vrai boulot à faire auprès de nos collègues et derrière, forcément, directement auprès des élus. Bien sûr. Donc vous pourrez en effet prolonger la conversation. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, mesdames et messieurs, ou questions? Non, un petit mot peut-être de conclusion, malgré le retard que nous avons. Madame Tubiana Mathieu, je ne sais pas, vous souhaitez rajouter quelque chose ou vous avez fait le tour? Je pense qu'il faut vraiment mobiliser les gens et de façon extrêmement importante, non seulement en prévention primaire, pour essayer de limiter les maladies au maximum. Et je pense que le sport pour les jeunes, c'est essentiel, mais il faut continuer après. Et en prévention secondaire, une fois qu'on a la maladie chronique, il faut continuer, donc remettre les gens au sport, c'est essentiel. Et faire passer le message dans son entourage s'il est concerné. Merci à vous. Emmanuel, merci pour votre intervention. J'ai une question, si vous voulez, à oui, poser. J'allais vous donner la parole pour la conclusion, monsieur. Il ne faut pas me priver de la parole, alors. Mais non, mais j'allais vous la donner pour la conclusion, monsieur Caraquillo. Donc, je ne suis pas très au fait de ce que vous faites l'un l'autre. Moi, je voudrais savoir quel est le type de population. Alors, je ne parle pas madame, je ne parle pas des personnes qui sont malades, qui de manière, à titre de remède, si j'ose m'exprimer ainsi, participent à vos actions. Mais sur des gens qui sont, bon, il y a une
une prolifération malheureusement de l'obésité chez les jeunes. Et je voudrais savoir quel est le type de population que vous avez l'habitude de venir, parce que c'est difficile que les gens viennent quand même vous consulter. Et quel est d'une part le type de population que vous avez, parce qu'il y a des populations qui ont des difficultés tout de même à venir vers vous, j'imagine. Et quel est aujourd'hui le type de population que vous pouvez toucher, si j'ose dire, et vous, monsieur, parmi les enfants, parce que ce sont des enfants, bien évidemment, quels sont ceux qui viennent spontanément participer à vos actions? D'abord, Je vous en prie. alors, en dehors des patients, je dirais, qui ont des maladies chroniques, c'est-à-dire cancer, diabète, insuffisance cardiaque, hypertension, etc., qui sont vraiment adressés par leurs spécialistes. C'est très souvent des gens qui sont en surpoids ou obésité, des sédentaires, des gens qui fument et qui essayent de reprendre une vie active pour lutter contre ce fléau. Donc, des gens qui ont des problèmes articulaires, des douleurs lombaires, les trucs classiques, qui ne sont pas vraiment des pathologies chroniques évolutives, mais des gens qui se plaignent de ce mal-être et qui vont être poussés plus facilement par leur médecin. Puisqu'il faut, pour qu'ils viennent à Limousin Sport Santé, qu'ils aient un certificat. Alors, pour les préventions primaires, donc pour ces patients qui sont comme cela, c'est un certificat de non-contre-indication. Et pour les pathologies chroniques, c'est un certificat d'indication. Voilà, mais en gros, c'est ça. Et quand on fait l'évaluation de nos 1500 patients du 87, c'est 92% ou 93%, ce sont des femmes. Ce sont des femmes et avec une moyenne d'âge entre 50 et 55 ans. On a des vieux aussi, enfin des vieux, oui, au-delà de 70 ans. Mais de plus en plus, la randonnée pédestre se développe, vous le savez comme moi. Mais les catégories sociales ou socio-culturelles? C'est très variable. Ah, tant mieux. C'est assez variable. Alors, c'est vrai on essaye, Limousin Sport Santé, de faire une action avec les chômeurs de longue durée. C'est pas évident. Et de toucher aussi des quartiers un peu plus difficiles. Donc, on est en train de monter tout ça pour toucher les jeunes qui sont désocialisés. Et ça me paraît essentiel parce que l'activité physique, et peut-être commencer justement dans des passerelles qui sont simples pour pouvoir après, surtout notre but, c'est vraiment de les envoyer sur des vraies associations sportives sur lesquelles ils vont rester naturellement, ils vont maintenir. Alors, j'imagine que vous savez par René Cahin. Comment? Oui. J'imagine que vous savez par René Cahin qu'il existe une association, les Défis du Sport Solidarité, oui, naturellement, qui est la pseudo-fondation du Centre de Doré-Conisport, qui fait des actions caritatives dans les quartiers, notamment avec des femmes d'origine musulmane, qui a une équipe de handball féminin, et ils ont été à l'île d'Oléron l'autre jour pour faire une semaine socio-découverte. Et c'est avec lui qu'on travaille sur les chômeurs longue durée, voilà, etc. Oui, oui, tout à fait. Et c'est, en fait, la première passerelle qui a été montée par LSS a été faite à Aix-sur-Vienne. Voilà, comme par hasard. Concernant Savoir rouler à vélo, donc c'est bien l'ensemble des enfants qui sont touchés par le dispositif. Donc à terme, sur la ville de Brive, par exemple, c'est bien l'ensemble des enfants, indépendamment qu'ils soient dans un quartier sensible ou autre. La problématique derrière, c'est plutôt, est-ce que ces enfants dans les quartiers prioritaires peuvent réinvestir les compétences qu'ils développent en ayant accès à un vélo? Voilà, c'est plus ça, où on peut travailler éventuellement avec des associations d'usagers de la bicyclette pour réparer quelques vélos et les mettre à disposition de ces enfants, ou voire même des mamans qui habitent dans ces quartiers, puisqu'il y a des stages de remise en selle qui sont proposés. Alors je vous suggère une idée que vous pouvez photocopier, si j'ose dire. Vous savez qu'il existe dans la région parisienne, vers Compiègne, quelqu'un qui s'appelle Jimmy Adjovi-Bocco, qui a mis en place les garages solidaires. Ça peut vous donner des idées sur le vélo. Bien évidemment. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour vos propos. Et donc, on se rend compte que tout le monde porte des baskets, que la vente des baskets a explosé, mais que tout le monde ne fait pas du sport.
Merci de venir nous rejoindre, Jean-Pierre Caraquillo, Claude Dinet, Aurélien Curbelier, pour 3 petits mots de conclusion et de poursuite peut-être du programme d'information. Monsieur Caraquillo, un petit mot? Oui, moi je suis invité, c'est les organisateurs, ce sont eux. Moi je voudrais vous dire simplement que je suis ravi d'être ici, même si c'est un peu compliqué par rapport à des déplacements, et que finalement, étant très attaché à mon territoire, à ce territoire, je suis ravi de voir la mobilisation, même si dans une période compliquée, bien évidemment, on la connaît tous, et je crois pouvoir vous dire que ce que fait la fonction publique territoriale, c'est fantastique, parce qu'il faut passer par là, il faut passer par finalement ce dynamisme de terrain, et je crois qu'ici, je le dis très fréquemment lorsqu'on me donne l'occasion de le faire, ici il y a plein de gens de qualité exceptionnelle dans tous les secteurs, dans le secteur du territoire, enfin de la formation territoriale. On ne le fait pas suffisamment savoir, et je voudrais vous dire que vous êtes tous des ambassadeurs pour montrer que dans cette région, il y a plein de gens intéressants qui font plein de choses intéressantes, et encore une fois, soyez des ambassadeurs. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté d'être le grand témoin de cette journée, Jean-Pierre Caraquillo. Monsieur Claude Audinet, pour le syndicat national des directeurs des collectivités territoriales. Oui, écoutez, quelques mots pour le compte de Christophe, qui, vous prie de l'excuser, il a dû rejoindre une réunion du conseil communautaire de la métropole, et il était navré, bien évidemment, de ne pas conclure cette journée. Mais il m'a prêté quelques mots pour vous les transmettre. De notre part, c'est une liste, en fait, de remerciements de collectivités ou de personnes sans qui cette réunion, cette belle journée n'aurait pas eu lieu. Tout d'abord, à l'égard du co-organisateur donc, de cette journée, le CNFPT. Christophe m'a dit régulièrement au téléphone que sans le CNFPT, il n'aurait pas pu organiser cette journée. Et avec ses moyens, son personnel et ses idées. Alors, les partenaires aussi, bien sûr, l'État, le ministère des Affaires étrangères et ses ambassadrices, ainsi que le ministère des Sports, qui ont été aussi des chevilles ouvrières, ainsi que l'Université de Limoges, la Fac de Troyes et des sciences économiques, vous, madame, pour l'animation de cette journée, un rôle très délicat et très performant, je trouve. Les collectivités locales dans le sens large du terme, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Vienne, la métropole de Limoges et la ville de Limoges même, qui chacune à leur façon ont apporté leur contribution, ce qui est aussi indispensable dans l'organisation de ces colloques. Alors bien sûr, les intervenants, nos amis africains, japonais et belges, puisqu'il y a un collègue belge que je connais bien qui est intervenu. Et merci pour votre contribution, les amis de Claire Paris en particulier, qu'on connaît bien, qui sont toujours fidèles à nos réunions. Les professeurs, les experts du sport, de toute nature, on a vu qu'il y avait de nombreux experts. Moi, j'ai appris plein de choses, honnêtement. Les nombreux acteurs du sport aussi, ceux qui préparent donc les futurs Jeux Olympiques de Paris, et les futurs Jeux Olympiques des jeunes aussi à Dakar, en 2026. C'est loin, mais ça se rapproche vite en termes d'organisation. Enfin, vous tous, les auditeurs, parce qu'en fait, les organisateurs de cette journée l'ont fait pour vous, et vous avez contribué, participé par vos questions, ici présents ou ailleurs. Et moi, personnellement aussi, je conclurai sur une note personnelle pour Christophe. Il n'est pas là, donc je profite un peu de son absence pour lui faire un petit coup de chapeau. Il le mérite. Voilà, c'était les conclusions du jour. Avant de passer la parole à mon voisin, je voulais rappeler quelques dispositions pratiques. Pour ceux qui doivent se rendre à la réception ce soir de la communauté urbaine, le rendez-vous est donné à 19h à la mairie, 19h précis. Je crois que le départ n'attendra pas. Alors le bus sera à côté, m'a-t-on dit, à côté de la mairie, à gauche de la mairie quand vous la regardez. Il y a un arrêt bus. Juste à côté. N'oubliez pas non plus le pass sanitaire, il est indispensable, il sera contrôlé.
sous forme papier ou sous forme dématérialisée, mais il sera contrôlé. Et enfin, dernier mot pour demain, vous vous rappelez qu'il y a un départ pour la visite des installations sportives ou autres. Demain, le départ est prévu à 9 h, donc le rendez-vous se fait plutôt un quart d'heure avant pour éviter le quart d'heure Limousin ou Poitevin. Je suis de Poitiers, c'est en principe le même. Voilà, merci pour votre attention. Bonne soirée. Merci Claude Audinet. Et à vous, Aurélien Curbelier, pour le CNFPT. Moi, je voulais juste prendre la parole pour retirer mon masque 2 minutes. Voilà, c'est fait. Donc évidemment, je vais juste simplement compléter la liste et renvoyer les remerciements au syndicat, parce que sans le SN, je n'aurais rien fait non plus. Le syndicat des DG est un partenaire de longue date du CNFPT. On est sur cette 2e édition des rencontres francophones des dirigeants territoriaux. Et bien, nous prenons déjà des idées pour poursuivre sur une 3e édition. Voilà, donc un grand merci à vous. Merci évidemment aux intervenants qui se sont rendus disponibles dans un contexte particulier. Et je sais que pour certains, c'était en effet compliqué de pouvoir venir. Isabelle, pour la qualité de l'animation de cette journée, un grand coup de chapeau en effet, parce que driver tout ce public, c'est pas évident. Voilà. Évidemment, moi, je vais avoir un remerciement très spécial pour les équipes du CNFPT qui ont œuvré là depuis plusieurs jours à mes côtés ou quand carrément j'étais même pas là, ce qui arrive quelque peu en ce moment. Donc merci beaucoup d'avoir voilà, participé et contribué à cette journée. Donc en effet, nous, côté CNFPT, on va rebondir sur cette journée avec quelques idées pour enclencher des parcours de formation pour les agents de la fonction publique territoriale. Notamment là, ce dernier point sur le savoir rouler, où en effet, on envisageait un partenariat pour pouvoir former des éducateurs territoriaux dès la fin de l'année et dans l'année suivante. Donc en effet, si avec l'Andis, on peut monter des choses, ce sera avec grand plaisir. Voilà, et puis écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Là, j'avais promis il s'est éclipsé parce que hier soir à la mairie, comme clin d'œil, je disais à Christophe qu'après la manifestation, on allait enfiler nos propres baskets pour aller courir. Je le suspecte d'être parti avant. Voilà, mais je le rattraperai dès demain. Bonne soirée à tous, et puis à bientôt. Au revoir.